Bonjour à tous, je suis Maxence Delorme et j'ai le grand plaisir d'animer les deux tables rondes de ce 14e colloque de la Commission des sanctions consacré à l'Europe. On se croirait un peu au bord de la plage avec ces lumières très très fortes dans les yeux. Avant d'introduire la première table ronde et de présenter nos intervenants, je tenais à remercier à mon tour le public présent dans la salle, mais aussi les personnes qui nous suivent à distance en direct. Que vous soyez avec nous au Palais Brongniart ou en distanciel, vous pourrez poser vos questions tout au long de nos travaux en utilisant l'application Slido, comme cela vous est indiqué, si tout se passe bien, sur l'écran derrière moi. J'assurerai le relais de vos questions aux intervenants en fonction du temps dont nous disposerons. De la même façon, vous pourrez, à l'aide de cette même application, donner votre avis sur le colloque. Des questions vous seront posées tout au long de son déroulement. Et je vous remercie également de respecter les gestes barrières et notamment le port du masque pour ceux qui sont dans le public. Et comme l'a indiqué M. Germinck dans son propos introductif, la dimension européenne est absolument omniprésente dans nos activités, dans le droit des marchés financiers. L'Europe est à la fois une source essentielle de droit et c'est aussi un territoire privilégié de coopération et d'échange entre les régulateurs. Le colloque s'organisera à cet égard en deux temps. Dans un premier temps, une première table ronde sera consacrée à un bilan de l'application du règlement du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, dit règlement MAR. La deuxième table ronde sera consacrée quant à elle aux questions de procédure et de coopération entre les autorités européennes. Pour échanger sur la première de ces thématiques, j'accueille nos 5 intervenants. Tout d'abord, à distance, Monsieur Buenaventura, Rodrigo Buenaventura. Alors, je me permets, Bonjour. Voilà, il y a un petit décalage entre mon propos et la technique, mais normalement, Monsieur Buenaventura va s'afficher derrière moi. Donc, Monsieur Buenaventura, vous êtes... voilà. Bonjour, Monsieur. Vous êtes le président de la Commission nationale del Mercado de Valores, la CNMV, qui est l'homologue espagnol de l'AMF. Vous êtes également le président du Market Integrity Standing Committee, le MISC, de l'ESMA. Le MISC est un groupe d'experts qui réunit des représentants de l'ESMA et des représentants des diverses autorités de régulation européennes. C'est en votre qualité de président du MISC que vous interviendrez aujourd'hui et je vous en remercie. Diane Lamarche, à ma gauche, vous êtes avocate au barreau de Paris, associée au cabinet White & Case, vous êtes une spécialiste du contentieux des affaires et vous intervenez régulièrement dans des affaires impliquant des questions de droit boursier, que ce soit en conseil ou en contentieux. Anne Maréchal, à ma droite, vous êtes directrice des affaires juridiques de l'Autorité des marchés financiers. Enfin, le professeur Francesco Martucci, également présent ici. Vous êtes professeur de droit à l'Université Paris II Panthéon-Assas. Vous êtes spécialiste de droit européen et vous êtes également membre du Haut Comité juridique de la place financière de Paris. Je donne la parole à Anne Maréchal. Anne Maréchal, pour connaître le point de vue français, encore cette fois sur la genèse du règlement MAR, quelle a été l'approche de la France au moment de la négociation et puis de l'adoption de ce règlement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment en France également le règlement MAR a été appliqué en regard des règles antérieures à son entrée en vigueur? Alors, la directive abus de marché de 2003, qui était en vigueur avant l'adoption du règlement MAR et de la directive MAD, était à notre sens devenue obsolète pour plusieurs raisons. On avait l'évolution des plateformes de négociation électronique avec les MTF, l'évolution technologique sur les marchés avec notamment le trading à haute fréquence. On voyait également la croissance des négociations de gré à gré. Et de façon aussi plus générale, la France était favorable à une évolution notamment parce que, qui permettrait une harmonisation et une dissuasion suffisante des abus de marché en Europe.
et notamment parce qu'on considérait que le champ d'application de la directive n'est pas notamment suffisant, comme ça a été indiqué en matière notamment de manipulation des indices de référence. De plus, la directive imposait des sanctions administratives, mais les sanctions pénales restaient facultatives, vous vous en souvenez sûrement, et donc plusieurs États membres à ce moment-là n'avaient pas, contrairement à la France, de dispositif de volet pénal en la matière. Et le règlement MAR était souhaité, car comme ça a été rappelé, un règlement a un effet direct, et donc on pouvait espérer un dispositif plus uniforme, une harmonisation en Europe grâce à ce règlement dans la politique de répression des abus de marché. Alors les objectifs principaux, je dirais, pour la France dans l'adoption de ce texte, qui a été proposé 8 ans après cette directive, donc en octobre 2011, donc après la crise financière, était notamment l'harmonisation des sanctions administratives et pénales, avec une définition commune, un renforcement de façon générale de la répression pénale, avec la création de délits pénaux pour les abus les plus graves et intentionnels, le renforcement des sanctions pénales, notamment la responsabilité des personnes morales. On voulait également avoir une extension de ces prohibitions aux systèmes multilatéraux de négociation, aux OTF, et également aux matières premières. On souhaitait également voir renforcer les pouvoirs de surveillance et d'enquête, avec notamment l'accès aux locaux privés et aux données téléphoniques. On sait à quel point aujourd'hui c'est important pour établir un faisceau d'indices sérieux en matière d'enquête d'initiés, notamment. Puis on avait aussi, peut-être de façon plus marginale, le souhait de voir reconnaître les contrats de liquidité comme pratique de marché admise, ce qui était fait. Donc au final, je crois qu'on peut dire que MAR a largement répondu à ces attentes de la France en consolidant un dispositif de répression des abus de marché et sans, je dois dire, grand bouleversement des concepts pour le droit français, en tout cas. Et donc ça m'amène à vous dire un mot de la façon dont la Commission a appliqué MAR dans le temps, puisque on a été, mais à longtemps, depuis juillet 2016, dans une application, dans une période transitoire, puisque les affaires qui arrivaient devant la Commission des sanctions étaient souvent étaient au début forcément des affaires dans lesquelles les faits avaient été commis avant l'entrée en vigueur de MAR, et donc la Commission statuait après l'entrée en vigueur de MAR. Et donc on avait une période transitoire au cours de laquelle la question qui était posée à la Commission des sanctions était de savoir si les dispositions de MAR étaient plus douces, auquel cas elle devait les appliquer rétroactivement, puisque, comme vous le savez, l'application rétroactive, enfin, la prévalence plus exactement de la loi plus douce est applicable en matière administrative, ainsi que l'a dit le Conseil constitutionnel il y a déjà longtemps, en 89. Et donc, depuis l'entrée en vigueur de MAR, on a 37 décisions de la Commission rendues portant sur des faits antérieurs à MAR, avec 12 fois une application rétroactive ou partiellement rétroactive, et 4 décisions pure MAR, si je puis dire, où les faits ont été commis après l'entrée en vigueur de MAR. Et qu'est-ce qu'on peut constater? C'est qu'au total, la majorité des articles de MAR ont été jugés non rétroactifs. Ce qui montre qu'il y avait une vraie continuité par rapport au dispositif du règlement général, du livre 6 du règlement général. MAR n'a donc pas été considéré globalement par la Commission des sanctions comme plus doux. Même si elle ne s'est pas prononcée encore sur tous les articles de MAR, je crois qu'on peut tirer cette conclusion. Et les cas dans lesquels la Commission a considéré que le règlement MAR était d'application rétroactive parce que plus doux ont concerné pour l'essentiel les manipulations de cours, les manipulations de marché. Dans plusieurs cas, la Commission a en effet estimé que certaines dispositions du règlement étaient plus douces, notamment l'article 12, paragraphe 1b et paragraphe 2b.
en estimant que des éléments constitutifs supplémentaires devaient être établis pour prouver la manipulation de marché, et cela en matière notamment d'indicateurs des manipulations de marché. Donc là, il fallait, parce qu'il devait être établi des éléments constitutifs supplémentaires, la Commission a considéré que le règlement MAR était donc plus doux et donc d'application rétroactive. Mais je crois que c'est essentiellement dans ce domaine que ça a été le cas pour le reste. La Commission a considéré de façon très générale que les dispositions de MAR étaient jugées équivalentes au règlement général. Merci pour ce double éclairage introductif qui s'imposait avant d'aborder l'application actuelle du règlement MAR. L'ambition de cette table ronde n'est évidemment pas de dresser un bilan exhaustif du règlement MAR. Le temps qui nous est imparti ne nous le permettrait pas. Aussi avons-nous fait le choix de nous focaliser sur un certain nombre de questions autour de deux grandes problématiques. La première porte sur les politiques de sanctions en Europe. Quelles stratégies de poursuite, quels manquements sont poursuivis, comment s'imputent les manquements. Et puis la seconde concerne l'information privilégiée. Pour lancer le premier tour de table, je donne la parole dans un instant à Rodrigo Buenaventura. Monsieur Buenaventura, chaque année, l'ESMA publie un rapport qui est consacré aux sanctions administratives et pénales. Est-ce que vous pouvez nous présenter les travaux qui ont été menés par l'ESMA dans ce cadre? Bonjour, d'abord, merci pour l'invitation à participer dans ce colloque. Ça fait longtemps que je ne m'exprime en français sur des sujets techniques, alors je vais le faire en anglais aujourd'hui. Et aussi mes excuses pour connecter virtuellement aujourd'hui. So as you said, in ESMA, we publish a report every year with the information that competent authorities report to ESMA under the market abuse regulation on the applications of sanctions and the measures under MAR. Now, before presenting the key takeouts of that report, of those reports actually from 2017 to 2019, I will explain in a second the situation with the figures of 2020. Before doing that, I think it is obliged to give some caveats on the interpretation of the figures because they can be tricky sometimes. So first, the report covers only sanctions and measures reported under MAR rules by competent authorities. You will have a period, and Maréchal referred to that a few minutes ago, in which both MAD and MAR regime were actually being used by competent authorities. And MAD mostly for old conducts and MAR for the newer ones, but also you have that game between the softer regime versus the more stringent one. So we could have bigger figures than those that are reflected in the ESMA reports because of this reason of the transition. It happens the same, by the way, with MiFID. Now, although MAR did not require a transposition as such, the sanctioning regime did require the transposition because member states had to reflect the new minimum maximum amounts of the sanctions and also the new types of violations. So some countries were later than others on the transposition of that, on the incorporation of the sanctions, and that explains also probably the figures from the first few years. Then the third element of caution is that some countries, as you know, among them Denmark, Finland, Germany, Ireland, and Poland, opted for having only criminal sanctions for certain conducts and not administrative regimes. And that puts the whole question, as Mr. Giegold was saying before, on how is the functioning of the criminal system in each country, what are the timing of those procedures? They might be different or longer than administrative one, so we need to take the figures with a pinch of salt. Then the fourth element is that there are enormous differences in how the same regulation is applied in different countries because of administrative law considerations. Like in some countries, if a manager forgets to notify transactions to the company for a whole year, and those are 20 transactions, some countries, like mine, for instance, will impose one sanction for the whole period and conduct. Others will impose 20 sanctions, one per each figure that was forgot to be communicated. So again, the numbers need to be taken with caution. And finally, we are only covering and gathering published sanctions, not ongoing ones.
And the numbers of sanctions include also the measures that have no pecuniary amounts attached. So you cannot simply divide the numbers by the amounts by the numbers, because the result would not have any meaning or any accuracy. Now, going to the figures. As with any new regulation, the enforcement picks up exponentially. So if you look at the reports from 2017 to 2019, and again, 2020 is not yet published, so the figures are not final. I will make a slight reference to 2020 figures, but since they are not public, I will not go into specific details. But if you look at the tendency, by type of infringement, for instance, well, manipulation is clearly the star, because it amounts for 50% of the overall amounts of fines imposed in the whole European Union, exactly 50%. In number of cases, that is only 18% of the total cases, but in terms of amounts is by far, well, not by far, but is the largest component. Insider trading, on the contrary, is only accounting for around 3% of the fines, of the number of cases, and 3% of the amount in euros, let's say, overall for the whole EU. So it's clearly a minority component. And the other 47% of the amount corresponds to other violations. It can be manager's notification, it can be disclosure of inside information, it can be delay, insider lists, market soundings, accepted market practices, and so on. That 47% of the amount in euros of the whole 4 years that I'm referring to accounts for 79% of the number of cases, the number of sanctions imposed. So I would say probably a bit surprising in terms of the low number of insiders, but not surprising in terms of the big bulks of the monetary amounts, to my mind. Now, by year, you can see that if you look at the reports in 2017, the overall fines imposed were 1 million euros across the whole European Union. In 2018, that went up to 10, and in 2019, it went up to 90 million euros, 91 million euros in administrative fines, plus 5 in criminal ones. So clearly the trend is exponential. If we look at the 2020 figures, again, there are no final, we will probably have a smaller amount in euros than 2019, because 2019 was an atypical year. There were a couple of big amounts in Greece and in France for market manipulation that modified the what would be an average otherwise. So we will have a higher amount than in 2018, lower than 2019, with more cases than 2018 and 2019. So again, the trend is still going up, although with that peculiarity of 2019 of these two countries with large fines, volumes will be a bit lower than 2019. But you can really see in the figures that the sanctioning activity, the enforcement activity is picking up. I'm not sure whether the cruise levels will be, but that is clearly perceived in the figures. Now, by type of procedure, clearly administrative fines have been the vast majority of cases. 95% of the cases that were sanctioned through the administrative route, and only 5 through the criminal route in terms of volumes of fines. If you look at the number of cases, the difference is even larger. It is 99.9% of the number of cases were by administrative authorities, and only 0.1% by public prosecutors and the judicial system. That is, I think, a very relevant finding, especially taking into account that we have 6 countries going for the most serious offenses through the criminal route. And now by country, and I finish with this, I think the picture is quite heterogeneous. In terms of number of authorities or member states that impose sanctions, in 2017, only 14 member states imposed sanctions under MAR, 14. In 2020, we will be around 22, 23 member states. So it is slowly going to the full population of member states, the full number of member states. Still, if my figures are not wrong, 3 member states have not imposed any sanction whatsoever in these 3-4 years that I'm referring to, which is a matter, I concur with Mr. Giegold, that probably calls for further supervisory convergence work by ESMA. And as a curiosity, in terms of largest amounts of fines,
The largest single-year amount of fines by category was market manipulation in Greece in 2019. And in terms of the overall country, it was France also in 2019 with figures slightly above 40 million euros. So that would be in a nutshell the photograph of the report by ESMA, and later on probably we'll have the opportunity to comment on different policy topics. Thank you. Merci beaucoup pour ce panorama très riche d'informations sur les politiques de sanctions qui sont menées par les différents pays européens. Je vous propose à présent de parler de ce qui se passe en France. Anne Maréchal, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qui fait la spécificité de notre système, le système français, et de nous donner quelques éléments sur l'actualité dans ce domaine? Avant de vous donner quelques éléments sur les spécificités que je crois être françaises, quelques chiffres. Le rapport de l'ESMA dont monsieur vient de parler sur les sanctions en application du règlement MAR pour 2019, qui a été publié en 2020, montre que la France était pour l'année 2019 le premier État membre en termes de quantum de sanctions, avec un montant total de sanctions de 46 millions d'euros pour 9 sanctions, devant la Grèce à 28 millions 4 et devant la Belgique beaucoup plus loin 1 million 5 et l'Italie 1 million 4 notamment. Il est vrai qu'en 2019, on avait 2 sanctions importantes, une manipulation du cours de l'OAT française dans une décision du 4 décembre 2019 qui a justifié une sanction de 20 millions d'euros et une affaire de diffusion d'informations trompeuses qui a provoqué une sanction de 5 millions, d'ailleurs ramenée par la Cour d'appel ensuite à 3 millions. Alors pour 2020, les chiffres vont être plus bas parce qu'il y a eu la crise sanitaire notamment. On aura un total de sanctions de 5 millions pour une seule sanction, une sanction de diffusion d'informations trompeuses. Mais il y a au moins 2 décisions importantes en 2020 qui ne seront pas comptées parce que ce n'est pas exactement l'application de MAR en matière de déclaration inexacte dans le cadre d'offres publiques. Et là, les montants sont de 20 millions également. Alors pour 2021, la France devrait avoir des montants de sanctions supérieurs à ceux de 2019, en revanche, avec 3 décisions déjà rendues avec des montants très importants, 2 affaires d'initiés, une du 28 avril ayant donné lieu à une sanction de 18 millions 2 au total, une autre d'1 million 5 et puis une décision de manipulation de cours, une grosse affaire qui a vu différentes personnes mises en cause sanctionnées à hauteur de 37 millions au total, ce qui fera un total de sanctions en abus de marché pour l'année 2021 qui n'est pas encore fini, mais déjà de plus de 56 millions d'euros. Alors au-delà de ces chiffres, je dirais que je soulignerai trois originalités françaises, me semble-t-il. D'abord, je dirais qu'on a en France, sur le fond, on a eu plusieurs décisions de sanctions en matière de HFT, de trading à haute fréquence, pas si fréquent. On en a eu une en décembre 2019 avec un établissement bancaire qui avait manipulé l'OAT française. On en a dit un mot tout à l'heure. La Cour d'appel a confirmé la sanction de 20 millions qui avait été prononcée par la Commission dans cette affaire et a à cette occasion confirmé également la compétence de la Commission des sanctions dans cette affaire où il y avait beaucoup d'éléments d'extranéité, donc beaucoup de discussions sur la question de la compétence. En matière d'HFT, on a eu aussi une décision très tôt après l'entrée en application de MAR, le 8 juillet 2016, avec des ordres scintillants qui avaient donné une image fausse ou trompeuse du marché. Et on a sanctionné la société pour avoir émis des ordres en recourant à des algorithmes mal paramétrés, qui d'ailleurs n'étaient pas très profitables pour elle, mais qui donnaient une image fictive de l'état du marché, donc avec une sanction de 400 000 euros. Et puis on a eu une décision très importante. Le 4 décembre 2015, un intervenant sur le marché a été sanctionné pour avoir manipulé le marché à l'aide d'algorithmes de trading à haute fréquence
Ce qui avait créé, il avait abusé d'une position dominante, ça existe aussi en matière boursière, dans le carnet d'ordre, et ce qui avait créé des conditions de transaction inéquitables pour les autres membres participants du marché. Cette décision importante a été confirmée par le Conseil d'État dans son principe, même s'il a un peu réduit le montant de la sanction à 3 millions au lieu de 5. Dans cette affaire, j'ajoute rapidement qu'il y a eu que la décision du Conseil d'État est particulièrement intéressante à deux égards. D'abord, elle nous dit qu'il n'est pas nécessaire de rechercher l'intention manipulatoire lorsque l'auteur ne pouvait ignorer que les ordres passés avaient nécessairement pour effet de donner des indications fausses ou trompeuses. Donc ça, c'est évidemment très important, même si on savait que l'élément intentionnel n'est pas requis. Et par ailleurs, le Conseil d'État valide la méthode de calcul du profit réalisé, c'est une question importante pour nous, en disant que pour une période donnée, sur la base d'un échantillon des opérations réalisées, donc on peut calculer donc le profit réalisé sur la base d'un échantillon, parce que sur une période donnée, on a appliqué la même stratégie toute la période, reposant sur les mêmes algorithmes. C'était intéressant. Et donc, pour finir, je dirais qu'il y a deux autres spécificités françaises, me semble-t-il, en matière de procédure cette fois. On a, comme vous le savez, en France, une composition administrative, donc une procédure transactionnelle qui existe depuis 2011. On a environ une décision, une dizaine de compositions administratives par an. Et il se trouve que le Parlement, à son initiative, a souhaité que cette procédure transactionnelle soit élargie aux abus de marché en 2016, alors même qu'il n'était pas complètement convaincu en 2011 de l'intérêt de cette procédure. Il a considéré, et à juste titre, à notre avis, que c'est une procédure qui fonctionne très bien, notamment parce qu'elle permet des remises en conformité, et y compris en matière d'abus de marché. On arrive à avoir des remises en conformité d'établissements qui remettent en place des procédures en matière de lutte contre les abus de marché, ou même les personnes physiques qui s'engagent à faire des formations pour éviter de pécher à nouveau. Et puis enfin, deuxième spécificité, je crois, française, c'est l'existence d'un aiguillage des dossiers dans notre procédure, puisque depuis 2016, avec le parquet national financier, l'AMF partage la poursuite des infractions boursières, des abus de marché précisément, cela pour respecter le principe non bis in idem, qui a été consacré évidemment en France, mais qui est également rappelé dans le règlement MAR. Donc ce système fonctionne également depuis cette date, fonctionne bien. Il suppose l'accord du PNF et de l'AMF pour l'orientation du dossier, et jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de désaccord dans l'orientation de ces dossiers. Merci beaucoup. Pour rester du côté français, tout en resserrant le propos de nos échanges, je me tourne vers vous, Maître Lamarche. L'application du règlement MAR dans le domaine des sanctions a soulevé un sujet épineux sur le plan juridique. C'est celui de la responsabilité des personnes et celui de l'imputabilité des manquements. De nombreuses décisions ont été rendues dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. En effet, je ne vais peut-être pas revenir sur l'ensemble des décisions qui ont été rendues sur ce sujet, mais je vais peut-être m'attarder sur deux décisions assez symptomatiques et qui permettent d'avoir une bonne vue sur le régime d'imputabilité des manquements de manipulation de marché aux dirigeants sociaux sous le règlement MAR. Alors, les deux décisions, il y a une première qui est de la Cour de cassation du 14 novembre 2018. C'est une affaire assez intéressante donc, qui se passe en 2011, donc avant l'entrée en vigueur justement du règlement MAR. C'est une société qui envisage de s'introduire en bourse, qui pour ce faire dépose un document de base. Quelques mois plus tard, il s'avère qu'elle publie ses comptes qui sont arrêtés et on s'aperçoit que le montant des pertes de la société sont bien plus importants que ce que le marché pouvait imaginer et d'autant plus important qu'en fait la société est partie en liquidation judiciaire. Une enquête a été ouverte et ça a donné lieu à une décision de la commission des sanctions en 2015, donc toujours avant l'entrée en vigueur du règlement MAR. Et la commission des sanctions a condamné la société et le dirigeant
au titre d'un manquement à la communication, un manquement à l'obligation d'information permanente au public, en lui reprochant donc d'avoir tardé à porter à la connaissance du public l'état de la situation financière de la société. Donc, société qui est condamnée sur le fondement de 223.2.1 du règlement général de l'AMF, et le dirigeant qui est sanctionné au titre de l'article 221.1 de ce même règlement. Et le dirigeant décide de faire un recours contre cette décision, recours qui finalement donnera lieu à cette décision de la Cour de cassation de 2018. Et sur quoi il fonde son recours? Et bien justement, il va s'appuyer sur le règlement MAR qui, entre-temps, est entré en vigueur, en partant du principe que MAR contient des dispositions sur ce manquement qui sont plus douces. Et pourquoi elles sont plus douces? Parce que tout simplement, sur ce sujet-là de l'obligation d'information permanente au public, eh bien, MAR ne traite que de l'émetteur et ne traite pas du dirigeant, impose à l'émetteur de communiquer l'information dès que possible et même immédiatement au marché, mais ne fait pas reposer cette obligation sur le dirigeant. La décision de la Cour de cassation est assez intéressante là-dessus parce qu'elle commence plutôt de manière positive, puisqu'elle reconnaît que MAR, dans son article 17, effectivement ne vise pas la responsabilité du dirigeant et ne prévoit que la responsabilité de la société, mais elle poursuit en utilisant un autre article de MAR qui est l'article 30, en vertu duquel l'article 30 dispose que justement l'article fameux 17 qui sanctionne l'obligation de communication au marché ne constitue que les mesures minimales que les États membres doivent mettre en place pour faire en sorte que, conformément au droit national, les autorités compétentes aient le pouvoir de prendre les sanctions administratives et autres mesures administratives appropriées pour faire respecter les règles de fonctionnement du marché. Et la Cour de cassation en déduit que l'article justement 221.1 du règlement général de l'AMF, qui permet de sanctionner les dirigeants d'une personne morale, n'est pas contraire, résultat, à MAR. Donc, par cette décision, on voit qu'il y a une continuité du régime de l'application de l'article justement 221.1 du règlement général de l'AMF qui permet de sanctionner le dirigeant d'une société qui n'a pas publié l'information financière, enfin l'information sur la société en temps voulu. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que la Cour de cassation se soit appuyée sur cet article 30, parce que qu'est-ce que dit cet article 30 finalement? C'est que on laisse, le règlement MAR laisse la possibilité aux États membres d'adopter, de renforcer les sanctions qu'ils veulent imposer aux différents émetteurs ou dirigeants. Mais en revanche, cet article 30 ne permet pas justement quelque part d'agrandir l'assiette des personnes concernées par les différents textes. On pense que, personnellement, je pense que justement la Cour de cassation aurait pu se fonder sur un autre texte qui est le considérant 40 du règlement MAR, qui lui justement cristallise quelque part la liberté laissée aux États membres sur ce sujet précis de l'imputabilité des manquements aux dirigeants, puisque l'article 40 prévoit qu'afin de garantir la responsabilité tant de la personne morale que de toute personne physique participant à la prise de décision de la personne morale, il est nécessaire de reconnaître les différents mécanismes juridiques nationaux des États membres. Ces mécanismes devraient concerner directement les méthodes d'imputation de la responsabilité dans le droit national. C'est d'ailleurs sur ce fondement-là que la deuxième décision dont je voulais vous parler s'est majoritairement fondée. C'est une décision rendue par la Cour d'appel de Paris du 17 septembre 2020, donc qui est très récente. Dans ce cas-là, on a aussi une société et son dirigeant qui sont sanctionnés pour le coup sur deux manquements. Le premier manquement que je viens de rappeler sur l'obligation d'information au marché, que la publication des informations privilégiées au marché, et sur aussi un deuxième manquement qui est la diffusion d'informations trompeuses, puisque cette société et ce dirigeant, on leur reproche non seulement d'avoir tardé à publier la réalité de la situation financière de la société, mais on leur reproche en plus d'avoir communiqué un certain nombre d'avoir fait un certain nombre de communiqués de presse avant cela, qui justement ne reflétaient pas la situation réelle de la santé financière de la dite société. Alors sur justement le manquement
à la publication de l'information au marché. La Cour d'appel s'est référée à l'arrêt de la Cour de cassation dont je vous ai parlé juste avant de 2018, mais également, cette fois-ci, en se fondant non pas sur cet article 30, mais sur le considérant 40 du règlement général de l'AMF, et finalement considérer qu'on pouvait parfaitement imputer ce manquement aux dirigeants de l'émetteur. S'agissant de la diffusion d'informations trompeuses, pour le coup, la Cour d'appel s'est référée directement à Marc qui prévoyait ce cas précis en considérant que la personne visée justement par une diffusion d'informations trompeuses peut être la personne morale, certes, mais que le présent article s'applique également, conformément au droit national, aux personnes physiques. Donc là encore, cet arrêt fixe finalement un principe de continuité du régime français quant à l'imputabilité des manquements aux dirigeants. Alors il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été encore tranché, mais on ne doute pas que ça le soit rapidement, parce que ce n'était pas le sujet, parce que dans tous les cas dont je vous ai parlé, et sur toutes les autres décisions que j'ai pu voir, il n'y avait pas de doute sur le fait que le dirigeant était au courant de l'information qui n'avait pas été divulguée au marché, ou de l'information qui n'aurait pas été suffisamment précise dans sa communication. Mais il y a donc, la question ne s'est pas posée de la présomption qui existe de connaissance du dirigeant, qui est ce qu'applique l'AMF depuis toujours, sous l'Ancien Régime, et qui considère en fait que, compte tenu de leurs fonctions, les dirigeants savaient, ou auraient dû en tout cas savoir, qu'il y avait la nécessité de publier une information au marché, ou que l'information n'était pas suffisamment précise. Bon, là encore, vu la liberté, à mon sens, qui est donnée par le règlement MAR, je pense qu'il n'y aura pas tellement de doute sur le fait que le règlement MAR n'aura pas d'impact sur la politique de la commission des sanctions à ce sujet. Donc finalement, en conclusion, sur ce régime de la responsabilité des dirigeants des personnes morales, on peut considérer que le règlement MAR en soi n'a pas fait évoluer, n'a pas fait changer quoi que ce soit quant à la politique, quant aux décisions rendues par la commission des sanctions, ce qui finalement n'est pas tellement surprenant, puisque le rôle du règlement MAR, c'est finalement de définir et de permettre une harmonisation des manquements qui peuvent être imputables aux différentes parties prenantes, mais l'idée du règlement MAR, c'est de laisser un choix dans la politique de répression des différents États membres, et finalement le régime de la responsabilité des dirigeants sociaux n'en est que le reflet. Merci, et merci d'avoir su trouver avec des mots clairs la capacité à nous expliquer une problématique qui n'est pas nécessairement a priori. Avant de donner la parole à M. Lueder pour conclure ce premier temps de cette table ronde, je relais une question du public qui s'adresse à Anne Maréchal et qui concerne la composition administrative. Quels sont vos critères pour ouvrir la voie de la composition administrative en lieu et place de l'ouverture d'une procédure de sanction? Alors le texte ne prévoit pas de critères, il prévoit simplement que le choix de la composition administrative est à la main du collège de l'AMF, qui peut donc ou pas proposer la composition administrative dans la voie transactionnelle au lieu de transmettre le dossier à la commission des sanctions. Cela étant, le collège, et on a d'ailleurs discuté avec la commission des sanctions, s'est forgé une politique dans ce domaine et considère de façon générale qu'il vaut mieux proposer la composition administrative lorsqu'il y a déjà une jurisprudence claire de la commission des sanctions pour éviter bien sûr des écarts. Il préfère aussi proposer la composition dans des dossiers qui sont plutôt simples, mais la gravité, par exemple, n'est pas forcément un critère. On peut très bien avoir un dossier où la jurisprudence est bien établie, qui est relativement simple à cet égard et qui pourtant est très grave et qui pourrait être soumis à la voie transactionnelle. Voilà ce que je peux te dire là-dessus. Donc c'est pas gravé dans les textes, c'est une politique que se donne le collège et d'ailleurs qui pourrait évoluer le cas échéant dans le temps. Merci beaucoup. Alors, plusieurs questions de la salle. Je ne pourrai pas les relayer toutes parce que nous devrons avancer, mais je vais en relayer une qui est en lien avec l'intervention de Diane Lamarche,
qui sont les dirigeants dont la responsabilité peut être engagée, dirigeants, mandataires sociaux, de droit, de fait? Point d'interrogation. Alors, là-dessus, on revient les textes visent bien évidemment les dirigeants de droit à l'origine. Ce qui est assez intéressant dans les textes du RGAMF, c'est que justement, on dit que ce sont les dirigeants de droit, à moins que les circonstances particulières ne les aient privés de l'exercice total ou partiel de leurs fonctions, ce qui répond assez à la question. C'est-à-dire qu'on part du principe que, de par leurs fonctions, c'est leur responsabilité juridique qui doit être engagée. Si bien évidemment ils justifient de circonstances qui font qu'on ne peut pas leur imputer cette responsabilité, eh bien, ils pourront s'en défaire. Et à contrario, si jamais nous avons des personnes qui n'ont pas censé supposer avoir cette responsabilité, mais qui agissent et se comportent vis-à-vis des tiers, et même endossent vis-à-vis de la société cette responsabilité et se comportent comme des dirigeants de fait, là aussi, le manquement pourrait très bien s'appliquer à eux. Merci beaucoup. Passons à présent à l'information privilégiée. Je vais donner la parole dans un instant à Francesco Martucci, professeur. La Cour de justice de l'Union européenne se prononcera très prochainement sur plusieurs questions préjudicielles qui lui ont été posées par la Cour d'appel de Paris dans une procédure de sanction qui avait abouti à la sanction notamment d'un journaliste pour avoir communiqué des informations portant sur la publication prochaine d'articles de presse relayant des rumeurs de marché. Cette affaire est l'une des grandes actualités de l'application du règlement MAR. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, merci, et merci beaucoup pour cette invitation. Alors, je vais vous parler donc de cette question préjudiciaire, une affaire C-302-20, dans laquelle l'avocate générale, Madame Cocotte, a rendu ses conclusions au mois de septembre. Donc c'est une affaire très récente et qui pose la question de l'articulation entre la régulation financière et la liberté de la presse, tout comme c'était le cas dans l'affaire également tranchée par la Cour d'appel de Paris du 16 septembre dernier et dont le président a parlé dans son propos d'introduction. Alors en l'espèce, très rapidement, un journaliste anglais a été sanctionné parce qu'il a informé de la publication de 2 articles portant sur des OPA des personnes qui ont acheté et puis revendu des actions concernant les sociétés qui étaient en cause dans ces opérations. Alors, le journaliste conteste le fait que des rumeurs de marché puissent constituer des informations privilégiées et estime qu'en tout état de cause, il aurait agi en sa qualité de journaliste. Voilà un peu là, en substance, les difficultés posées, ce qui conduit en réalité à devoir interpréter la directive et le règlement. Alors je ne reviens pas sur la question de l'articulation que Anne Maréchal a évoquée, mais c'est donc une interprétation qui est demandée à la Cour de justice, qui sera pertinente pour le règlement MAR. Et dans ses conclusions, Madame Cocotte nous propose une lecture, sachant que c'est une lecture de l'avocat général. Ensuite, la Cour de justice devra se prononcer dans quelques mois. La Cour suit souvent les conclusions des avocats généraux, mais pas nécessairement. Donc, c'est simplement ici le point de vue de l'avocat général et non de la Cour de justice que je tiens à vous communiquer. Alors, l'idée, c'est que on place en quelque sorte le juge face à une contradiction. Parce que lorsqu'il s'agit d'appréhender le comportement du journaliste, ce qui va permettre de qualifier de rumeur de marché une rumeur de marché d'information privilégiée risque en réalité de justifier à son tour la divulgation par le journaliste qui agit à des fins journalistiques. Donc là, il y a un risque de contradiction dans cette jurisprudence, dans l'articulation entre en réalité les 2 grandes parties du renvoi préjudiciel, puisqu'il y a 2 grandes questions qui se posent. Donc la première porte bien sur la notion d'information privilégiée, plus exactement sur la condition de précision, la seule condition de l'information privilégiée qui, en l'espèce, pose une difficulté. Et plus précisément encore, dans cette condition de précision, sur la composante dite de la spécificité, qui est en réalité l'idée que l'exigence de précision implique que l'information est précise dès lors que, si elle était rendue publique, elle serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours. Voilà donc la question d'interprétation posée.
avec la difficulté en l'espèce qui tient à ce que les articles en cause font état de rumeurs de marché qui, selon le journaliste, ne seraient pas par nature précises. Sauf que ce n'est pas le point de vue de l'avocate générale qui dit qu'au contraire, des rumeurs de marché peuvent constituer des informations privilégiées, du moins peuvent-elles le devenir dès lors qu'elles font l'objet d'un article publié. Ce qui compte ici, pour caractériser la spécificité, c'est le contenu de l'article sous la forme qu'il acquiert par sa publication. Parce que c'est cela qui est en réalité traité par les acteurs du marché. On tient compte donc de la forme, du support, mais aussi du contenu. Le contenu de l'article doit permettre en effet de déduire de la rumeur des implications concrètes pour les acteurs du marché. Autrement dit, on doit pouvoir comprendre entre les lignes de l'article de quelle entreprise il s'agit, quel serait le prix ou du moins l'évaluation qu'on pourrait faire du prix de l'offre. La spécificité est dès lors question de degré, et à cet égard, le fait qu'il s'agisse ici d'une publication par un journaliste est déterminante et essentielle en ce que le journaliste confère, dit l'avocat général, une crédibilité et une fiabilité à la rumeur et la transforme ce faisant. Et à cet égard, il faut se servir d'un faisceau d'indices qui permet ici, à partir notamment des sources utilisées par le journaliste, de sa réputation, de celle de son organe de presse, mais aussi de la formulation qu'il emploie, du style utilisé. Tout cela permet en réalité de se dire qu'on est bien face à un bon journaliste, et donc, à partir de là, qu'on est face à une information qui est suffisamment précise, et l'information privilégiée peut être caractérisée. Ce qui conduit dès lors à la seconde question préjudicielle, qui porte cette fois sur la licéité de la divulgation par un journaliste. Et c'est donc là, très clairement, l'interprétation des articles 10 et 23 du règlement MARC qui sont en cause. L'enjeu, c'est l'équilibre entre liberté de la presse et protection de l'intégrité du marché. Équilibre dans lequel on tient compte nécessairement des droits fondamentaux, et l'avocate générale se réfère à de multiples reprises à la Convention européenne des droits de l'homme et à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. Ceci étant dit, cela ne signifie pas qu'on va faire pencher nécessairement la balance du côté des droits fondamentaux. Ce qu'on voit ici, c'est d'abord, premier point, la publication prochaine d'un article constitue-t-elle la divulgation d'une information privilégiée à des fins journalistiques? Première question posée. A priori, la protection de la presse conduit à exclure une interprétation restrictive des articles 10 et 21 particulièrement ici. Mais pour l'avocate générale, ce qui compte, c'est surtout que l'activité en question soit bien accomplie par le journaliste en sa qualité de journaliste et non à titre privé. Il faut un acte journalistique objectivement et intentionnellement, insiste. Il faut donc un lien avec l'activité journalistique, et c'est là que la difficulté peut se poser dans l'interprétation de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Toutefois, ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce qu'on a bien un acte de journaliste qu'on peut faire jouer l'exception de divulgation à des fins journalistiques. C'est un peu plus compliqué que cela. Il faut ensuite apprécier que la divulgation est bien intervenue dans le cadre normal de l'exercice de la profession de journaliste, cette fois au sens de l'article 10 du règlement MAR, combiné avec l'article 21. On bascule dès lors dans un contrôle de proportionnalité, ce serait important par la suite, conformément à la jurisprudence de la Cour précédente, et ici on rééquilibre par rapport à la liberté de la presse les éléments de protection de l'intégrité du marché. L'avocat général ici insiste d'ailleurs abondamment sur cette question-là pour tempérer l'approche par les droits fondamentaux. Cela explique donc pour elle la nécessité d'établir une distinction selon que l'on est face à une presse grand public ou au contraire une presse spécialisée. Plus la presse est spécialisée, plus on pourra être exigeant par rapport aux journalistes. Voilà l'idée de l'avocat général. À partir de là, que nous propose-t-elle comme grille de lecture? 1, il faut que la divulgation soit strictement nécessaire pour remplir la mission journalistique. Et là, elle dit au point 98 de ses conclusions, au demeurant qu'en l'espèce, ça ne semble pas être le cas. 2, il faut bien mettre en balance liberté de la presse et intégrité du marché. Donc, il faut vérifier que les opérations ont bien eu lieu,
faut prendre en compte la sévérité de la sanction. D'ailleurs, à cet égard, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris a diminué la sanction contre Bloomberg. Et il faut que le journaliste soit digne de protection parce qu'il a agi, en quelque sorte, dans le respect de ses obligations professionnelles et de manière responsable. C'est là qu'on voit une solution qui peut d'apparence sembler contradictoire, en ce que ce qui fait l'information privilégiée, c'est-à-dire là où les qualités du journaliste, déclenche en réalité potentiellement l'application des articles 20 et 10 du règlement 10 et 21 du règlement MAR. Alors on pourrait dire que la solution n'est pas tranchée. En réalité, ce que fait l'avocate générale, c'est qu'elle invite la Cour de justice à laisser une large marge de manœuvre à la Cour d'appel de Paris pour apprécier et qualifier l'effet d'espèce. Et dès lors, l'interprétation proposée ne permet pas de prédéterminer quelle sera l'issue de la procédure devant la Cour d'appel de Paris. Merci. Merci beaucoup. Et l'arrêt est attendu pour la fin d'année ou le début d'année 2022. Et en effet, la Cour d'appel de Paris devra ensuite statuer sur l'affaire, puisqu'elle a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt préjudiciel de la Cour de justice. Je passe la parole à Maître Lamarche. La jurisprudence récente a fourni des illustrations de cas dans lesquels l'information privilégiée n'émane pas d'un émetteur, mais d'un tiers. Nous avons eu le cas avec l'affaire préjudicielle évoquée par le professeur Martucci du journaliste qui divulgue une information qui n'est pas une information financière tirée d'un émetteur, mais qui est une information créée en quelque sorte par lui-même. Dans le même registre, des réflexions ont pu être menées dans la période récente sur une notion d'auto-initiation sur laquelle votre avis nous serait utile. Alors oui, alors la notion d'auto-initiation, c'est donc ce principe d'être initié sur soi-même. C'est un concept qui existe depuis bien avant le règlement MAR. Hein. Je crois que les premières décisions doivent dater à ce sujet des années 70 même. Le cas typique qu'on avait jusqu'à maintenant, c'était l'initiateur d'une offre qui, avant de déposer son offre publique, va sur le marché pour acheter des titres à un prix résultat inférieur à celui qu'il va devoir payer à la fin après avoir annoncé son offre publique. Et donc là, on a eu un certain nombre de décisions qui ont été rendues, les plus, on va dire, connues. On a l'affaire Zodiac Sigma Aerosite de 94, on a aussi Arco Pharma en 2009, et puis il y en a quand même beaucoup d'autres. Et donc c'est cette notion d'être initié sur soi-même, une autre expression que j'aime beaucoup de mon confrère Dominique Bonpoint, qui est l'initiateur initié. Aujourd'hui, depuis 2010, on a vu justement des personnes tierces, parce qu'avant cette notion était vraiment concentrée sur l'émetteur, et on a vu en effet des personnes tierces à l'émetteur qui agissent sur le marché sur la base d'une information fondée sur leurs propres connaissances ou leur intention propre, qui se sont vues sanctionnées sur ce registre-là. Alors il y a deux affaires qui ont retenu particulièrement mon attention. Il y a l'affaire Foster qui a donné lieu à une décision de la commission des sanctions le 24 octobre 2018, où pour rappel c'était un journaliste justement qui avait transmis à certains de ses contacts l'information selon laquelle il s'apprêtait à publier des articles relayant une rumeur sur une potentielle offre publique sur une société. Et donc il a été condamné pour avoir transmis à ses contacts cette information, qui manifestement, ses contacts ont utilisé l'information. Et puis il y a une deuxième affaire qui est l'affaire Emma, qui a donné lieu à un arrêt du Conseil d'État du 30 janvier 2019, où là c'était l'employé d'un bureau d'analyse financière qui était intervenu sur les titres qui faisaient l'objet justement de recommandations d'investissement à paraître de son bureau. Et là, pour le coup, il a été sanctionné au titre du manquement à son obligation d'abstention d'utiliser une information privilégiée, partant du principe que la recommandation d'investissement que son bureau d'analyse allait publier, qui était donc le fruit de leurs propres analyses, constituait une information privilégiée et qui ne pouvait pas l'utiliser pour acquérir des titres. Alors, donc ce phénomène-là existe, mais la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est justement de l'extension de ce phénomène à au phénomène activiste. On l'a déjà vu peut-être un peu se préfigurer, puis si je peux reprendre les propos libres qu'a eu le président Robert Ophèle sur justement l'activisme en 2019, où il reprend les deux décisions dont je viens de vous parler, en indiquant que la parution prochaine d'un article ou d'un communiqué de presse, d'une analyse d'un bureau d'études peuvent constituer une information privilégiée.
Et c'est la phrase après qui est intéressante, puisqu'il est indiqué que l'AMF surveille donc le marché à la recherche d'opérations opportunistes précédant de telles annonces. Donc on peut, bien sûr, quelque part, cette déclaration fait penser à ce qui s'était passé sur l'affaire Casino Muddy-Waters, où là, pour le coup, on était sur un investisseur qui publie sa politique d'engagement sur une société, mais on pourrait penser qu'il pourrait s'élargir encore plus à justement un investisseur qui jouerait d'une certaine notoriété, et le simple fait que cet investisseur ait l'intention d'acheter un titre, est-ce que cette information-là ne constituerait pas une information privilégiée, de sorte que l'investisseur qui aurait cette notoriété ne pourrait pas acheter des titres sans avoir publié l'information selon laquelle il avait l'intention d'acheter des titres. Alors, j'ai trouvé ça intéressant de regarder justement le règlement MAR sur cette question et à la lumière de ce que je viens d'indiquer, et voir qu'est-ce qu'on avait aujourd'hui dans le règlement MAR sur justement ce principe de l'auto-initiation. Et en regardant, on se rend compte qu'on ne peut pas avoir vraiment beaucoup de certitudes, puisque si vous prenez l'article 9.5 du règlement MAR, on peut se dire le problème est réglé, puisqu'il est indiqué que le simple fait qu'une personne utilise le fait de savoir qu'elle a décidé d'acquérir ou de céder des instruments financiers dans le cadre de l'acquisition ou de la cession de ces instruments financiers ne constitue pas en soi une utilisation d'informations privilégiées. Le seul problème, c'est que juste après, il y a l'article 9.6 qui indique que, nonobstant les paragraphes 1 à 5 du présent article, une violation de l'interdiction des opérations d'initiés énoncée à l'article 14 peut toujours être réputée avoir eu lieu si l'autorité compétente établit qu'il n'existait une raison illégitime pour les ordres, transactions ou comportements concernés. Donc, à la fois, il y a un principe qui est dicté, mais à la fois, on laisse la liberté, quelque part, aux autorités compétentes de décider qu'il y avait une illégitimité dans la transaction et que, quelque part, ça constituait une information privilégiée et que donc, on pourrait être initié par le simple fait de savoir qu'on a décidé d'acquérir des actions. Alors après, je me suis un peu penché sur les considérants du règlement MAR qui peuvent aussi apporter quand même pas mal d'éclaircissements sur le sujet. Là, pareil, on a un considérant 31 qui est très clair et qui indique qu'agir en se fondant sur ses propres plans et stratégies de négociation ne devrait pas être considéré comme une utilisation d'informations privilégiées. Mais si on continue à regarder ces considérants, on trouve aussi un autre considérant qui est le considérant 28 qui apporte une réserve à cela, puisqu'il est indiqué que peuvent, par exemple, constituer des informations privilégiées, les informations rapportant l'avis d'un analyste de marché ou d'une institution reconnue qui peuvent fournir des informations quant au cours d'instruments financiers liés, et pour conclure que les acteurs de marché doivent donc étudier dans quelle mesure les informations ne sont pas publiques et examiner leur effet éventuel sur les instruments financiers négociés avant la publication ou la diffusion des informations afin de déterminer s'ils négocient sur la base d'informations privilégiées. Donc finalement, ça nous donne pas énormément de réponses aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'aucun investisseur n'a été aujourd'hui condamné sur ce fondement-là, mais ça pose un certain nombre de questions, et notamment, pour prendre un petit peu plus de hauteur par rapport à ça, le fait que l'article 9.6 justement donne la possibilité aux États membres de décider quel comportement est à proscrire et quel comportement est acceptable, et peut poser un problème, puisque le règlement MAR a justement vocation à aplanir et quelque part donner une définition de tous les comportements qui sont justement possibles et de ceux qui ne sont pas possibles. Et quelque part, sur cette question de l'auto-initiation se pose la question de la détermination des comportements justement qui sont possibles et ceux qui ne le sont pas. Et il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans une situation où certains comportements sur l'auto-initiation sont acceptés dans certains États membres et pas dans d'autres. Et donc, quelque part, je préempte un petit peu la question de la perspective des évolutions de MAR, du règlement MAR, mais je pense que c'est un sujet qui devrait être pris très au sérieux et sur lequel on devrait apporter des réponses. Nous allons effectivement, dans quelques instants, évoquer les perspectives du règlement MAR. Avant cela, je donne la parole à Anne Maréchal. Beaucoup de questions ont été abordées sur l'information privilégiée, sur celles qui ont été évoquées, peut-être sur d'autres. Quelle est votre appréciation ? Oui, donc quelques mots sur la notion d'information privilégiée qui, comme vous le savez, est une notion absolument centrale dans la répression des abus de marché. Je choisirai trois questions. D'abord, la question de la précision de l'information privilégiée.
La précision de l'information privilégiée est appréciée au regard du dossier et des éléments factuels par la commission des sanctions, bien entendu. Et la commission, de même que les juridictions de recours, ont développé une jurisprudence qui semble assez bien établie, mais tout de même, c'est un sujet qui reste très délicat si on le constate à travers les décisions dans ce domaine qui penchent dans un sens ou dans un autre de façon assez subtile. Je rappelle que la commission des sanctions a un considérant qui est devenu de principe, qui est très intéressant en matière d'offre publique, puisqu'elle considère que le caractère précis d'une information sur un projet d'offre publique est établi dès que ce projet est suffisamment défini entre les parties pour avoir des chances raisonnables d'aboutir, peu important l'existence d'aléas inhérents à toute opération de cette nature quant à sa réalisation effective. Donc ce considérant-là est rappelé dans les décisions de la Commission, mais on arrive néanmoins parfois à des solutions différentes, évidemment, compte tenu de l'analyse des faits. Ainsi, dans une décision du 3 août 2021, la Commission reprend ce considérant de principe, mais juge que l'information privilégiée n'est précise que plus tardivement que ne le pensait la poursuite. Après une analyse très détaillée des faits, elle reporte la précision de l'information de plusieurs semaines, alors que la poursuite pensait avoir des éléments factuels beaucoup plus tôt pour caractériser cette précision, et donc ce qui a pour effet de mettre hors de cause les personnes, et notamment c'était au regard de la précision des éléments permettant de déterminer un prix que la Commission a estimé que la précision ne devait pas être caractérisée si tôt. Dans une affaire, à l'inverse, en juillet 2021, la Commission la considère que c'est une affaire d'initié, elle considère que l'information est précise très tôt, alors même que des éléments concernant la hausse du chiffre d'affaires et la marge d'EBITDA avaient évolué dans le temps. La Commission considère qu'il était possible de tirer de cette information une conclusion sur le cours du titre dès la date de la diffusion de l'information. Donc, précision là était très tôt. Dans une autre affaire récente du 25 avril 2019, également en matière d'offres publiques, la Commission reprend son considérant de principe, je viens de vous le lire, et précise, alors ça c'est très important, que le critère de précision ne requiert pas pour être établi que le conseil d'administration ait formellement approuvé l'opération, ni que ses modalités définitives soient arrêtées, ni que le prix ait été fixé. Et pourtant, dans cette affaire, ça n'allait pas forcément de soi. Il s'agissait d'une grosse opération d'acquisition. Le financement envisagé n'était pas garanti. Les banques n'avaient pas encore accepté le principe même de ce financement, mais la Commission a considéré qu'il n'y avait pas d'obstacle au financement dans un contexte particulier de cette opération, et que le projet d'offre était suffisamment défini, même si la structure de financement du projet n'était pas définitive. Donc on voit bien que la précision, le caractère précis de l'information varie grandement en fonction de l'appréciation qui est faite, du contexte aussi, et des éléments factuels du dossier. Deuxième point peut-être que je soulignerai, mais il en a été déjà dit un mot, c'est le cas particulier de l'information privilégiée extérieure à l'émetteur. Il y avait toute une polémique sur le sujet pour savoir si on pouvait avoir une information privilégiée qui ne venait pas de l'émetteur. Il y avait un peu de polémique doctrinale. Nous, à l'AMF, on pensait que les textes permettaient de caractériser une information privilégiée extérieure à l'émetteur, et effectivement, la Commission, là, au moins par 2 fois, décidé, puisque dans l'affaire déjà citée du journaliste qui avait des informations quant à la publication par lui-même d'articles à la suite de rumeurs, eh bien, la Commission a considéré qu'il y avait bien information privilégiée provenant de ce journaliste, et c'est dans cette affaire que la Cour d'appel a posé une question préjudicielle et que l'avocat général apporte une réponse positive lui aussi à cette question.
Dans une autre affaire donc, qui a été également évoquée, c'est l'analyste financier qui, lui, a une information privilégiée parce qu'il sait que des changements vont intervenir dans les recommandations d'investissement faites par son propre bureau d'analyse. Et là encore, donc l'idée que l'information privilégiée puisse venir d'une autre personne que l'émetteur, en l'occurrence un analyste financier, a été consacrée. Le Conseil d'État a confirmé cela et il a même d'ailleurs accru le montant de la sanction qui avait été infligée à l'analyste par la commission des sanctions. Et enfin, troisième peut-être point que je voulais souligner, ça concerne aussi les journalistes, mais peut-être sous un angle un peu différent, c'est l'application de l'article 21 du règlement MAR, qui prévoit des dispositions spécifiques aux journalistes lorsque la diffusion de l'information privilégiée est réalisée à des fins journalistiques. Donc on pouvait se demander ce que ça voulait dire que de cette diffusion à des fins journalistiques et comment on devait interpréter cette notion. Et on a eu donc des réponses là-dessus. Dans une affaire du 24 octobre 2018, la commission des sanctions a retenu que le journaliste n'avait pas agi à des fins journalistiques en divulguant à ses sources l'information sur la publication à venir d'articles de presse, et donc il ne devait pas bénéficier de l'application de ce dispositif de MAR qui est plus je dirais, indulgent pour les journalistes quand il s'applique. S'il prévoit en effet que si l'information est divulguée à des fins journalistiques, la divulgation doit être appréciée en tenant compte des règles régissant la liberté de la presse et la liberté d'expression et des règles ou codes régissant la profession de journaliste. Donc c'est les règles professionnelles qui doivent être prises en compte à ce moment-là pour apprécier l'existence d'une information privilégiée. Et dans une affaire qui a été également citée du 11 décembre 2012, faux communiqué publié par une société de diffusion d'informations financières, là la commission des sanctions, à juste titre, a considéré qu'il n'y avait pas de doute sur le fait que le journaliste avait agi à des fins journalistiques. Je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de discussions. Elle a donc examiné la question pour savoir si les règles, les codes existants, les codes professionnels existants avaient été respectés. Les règles existant en France dans ce métier, et la Commission a considéré qu'il y avait bien des règles applicables dans ce domaine en France, et notamment celles consistant à exiger que le journaliste vérifie l'information publiée, ce qui en l'occurrence n'avait pas été le cas. Donc on a bien agi dans le cadre des fonctions journalistiques, mais les règles professionnelles n'ont pas été respectées. Par conséquent, la Commission a sanctionné le journaliste, et cette analyse a été confirmée par la Cour d'appel de Paris le 16 septembre dernier, qui a néanmoins réduit la sanction, la faisant passer de 5 millions à 3 millions d'euros. Merci beaucoup. Alors je relais une question du public, toujours sur cette thématique. Elle fait écho aux propos de Diane Lamarche, donc je vais vous la poser à vous. La publication de la décision d'un investisseur d'acheter des titres, si elle est une information privilégiée, ne peut-elle être différée jusqu'à l'achat en vertu de l'article 17.4 du règlement MAR? Alors c'est un peu un cas pratique. Ah oui. Alors justement, c'est toute la difficulté, c'est que non, puisque si jamais c'est une information privilégiée et que vous l'utilisez, vous ne vous abstenez pas, c'est-à-dire que vous manquez à votre obligation d'abstention en étant détenteur d'une information privilégiée d'acheter des titres. Donc si vous ne la communiquez pas immédiatement et que vous achetez des titres avant de la communiquer, eh bien, vous êtes susceptible d'être sanctionné au titre du manquement à l'obligation d'abstention. Merci. Nous passons au dernier temps de notre première table ronde consacrée aux perspectives. Alors, je vais donc donner la parole aux divers intervenants. J'intègre dans mon annonce une question, ce qui vous permettra à tous d'avoir le temps d'y réfléchir et, le cas échéant, de ne pas y répondre. La question est la suivante. Il faut que je la retrouve. Voilà. Est-ce que le législateur ou les autorités de sanction ont mis en place des outils d'évaluation de l'impact du règlement MAR sur l'attractivité des marchés financiers? Voilà. Est-ce qu'on est capable de dire si le règlement MAR favorise ou au contraire ne favorise pas l'attractivité? Voilà. Donc vous êtes libre de répondre à cette question très ouverte.
Et donc sur les perspectives, nous avons donc 5 années de recul sur le règlement MAR, entré en vigueur, je l'ai dit, en 2016. Je vous propose donc un tour de parole sur ce point. Je vous donne la parole en premier, Diane Lamarche, sur un sujet précis, celui des recommandations d'investissement, qui est un sujet qui intéresse les acteurs de la place, bien évidemment, et qui soulève des questions d'ordre pratique délicates. Quelles perspectives identifiez-vous sur ce sujet ? Alors oui, sur les recommandations d'investissement, là encore, donc les recommandations d'investissement étaient déjà encadrées par la directive abus de marché, qui prévoyait, mais qui était beaucoup plus, on va dire, centrée, puisqu'elle ne visait que les personnes qui effectuaient des opérations sur instruments financiers à titre professionnel. Là, le changement, on va dire, avec le règlement MAR, c'est que ça a énormément étendu le champ d'application des recommandations d'investissement, tant au niveau des personnes, puisque maintenant on vise n'importe quelle personne qui diffuse ou produise des recommandations ou autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, mais aussi au niveau de l'information, puisque non seulement on vise des informations qui recommandent ou suggèrent une stratégie d'investissement, mais surtout on vise dans MAR toute opinion émise sur le cours destiné au public. Donc là, on est quand même sur quelque chose d'extrêmement large sur ce qui peut être inclus dans les recommandations d'investissement. C'est un risque qui est réel. On l'a vu dans l'affaire pareil Casino Muddy Waters, où dans son communiqué de décembre 2019, l'AMF a considéré que les communications qui étaient faites par Muddy Waters étaient des recommandations d'investissement. Alors il y a des risques de sanctions forts, puisque si jamais on diffuse une opinion qui est qualifiée de recommandation d'investissement et qu'on ne s'est pas soumis aux obligations de révélation prévues par la réglementation, eh bien, on peut se retrouver avec une sanction au titre de la manipulation de marché par recours à des procédés fictifs. Donc il y a une véritable insécurité juridique par rapport à ça, puisque aujourd'hui, chaque prise de position publique, toute opinion qui serait librement exprimée vis-à-vis d'une société cotée, même si elle n'a pas vocation à émettre une recommandation d'achat ou de vente, peut être susceptible de caractériser une recommandation d'investissement. Alors, la conséquence de ça, c'est que, vous avez dû certainement le constater comme moi, c'est qu'on se retrouve avec des communications, avec des disclaimers alambiqués qui n'arrêtent pas de répéter d'ailleurs que ce ne sont pas des recommandations d'investissement, mais il ne suffit pas de le dire pour que ça devienne une réalité. Donc il me semble que la clarification du régime des recommandations d'investissement est plus que nécessaire, et d'ailleurs l'AMF s'en est déjà saisie, puisque dans le cadre de sa doctrine sur l'activisme en 2020, elle a saisi l'ESMA de cette question en lui demandant justement de venir clarifier le régime des recommandations d'investissement. Donc on attend avec impatience une forme de Q&A, comme on a pu l'avoir sur l'action de concert, qui pourrait nous permettre de conférer à certains comportements, en tout cas, une présomption de régularité qui permettrait de donner un petit peu plus d'éclairage sur ce que c'est qu'une recommandation d'investissement. Anne Maréchal, je me tourne vers vous. Est-ce que le régulateur français a des attentes en termes d'évolution du règlement MAR ? Moi, je crois qu'on peut dire que la France fait un bilan globalement positif de l'application du règlement MAR, qui on l'a vu, s'inscrit largement dans le prolongement du dispositif qui existait antérieurement, et on n'a pas considéré, notamment dans l'exercice de révision qui est en cours, qu'il fallait modifier en profondeur ce règlement, même s'il y a eu des critiques, notamment d'une partie de la doctrine, pour dire notamment que les concepts de MAR, la définition des manquements était trop large et imprécise, et pouvait créer une certaine insécurité juridique. On n'est pas de cet avis. On pense que la jurisprudence a fait un travail important, qu'on a maintenant un édifice cohérent qu'il faut maintenir. Et les travaux d'ailleurs qui ont été faits de bilan par la Commission comme par l'ESMA montrent que cette réglementation est appliquée de façon efficace et correctement dans l'Union, même si on l'a vu, il y a des écarts dans les politiques de sanctions. Alors, cela étant dit, nous avons, dans le cadre de cet exercice de révision, nous avons pris des positions pour des aménagements techniques, des clarifications, notamment de niveau 2.
où là, on pense qu'effectivement, il y a des sujets qu'il faudra revisiter. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je citerai quelques exemples. Par exemple, nous sommes favorables à des simplifications sur le reporting en matière de programmes de rachat d'actions. On est en revanche assez hostile à l'idée qui a été émise, notamment dans le cadre du groupe d'experts sur les PME, de créer deux notions pour l'information privilégiée. Une qui serait dédiée en quelque sorte au disclosure et une autre qui serait réservée aux sanctions et aux interdits. Ça ne nous paraît pas être une très bonne idée. On est favorable, par exemple, à ce que soit précisée la réglementation en matière de sondage de marché afin de prévoir de vraies obligations et des sanctions. On est favorable aussi à certaines clarifications, notamment en matière de liste d'initiés, où là, les principes nous paraissent devoir rester en place, mais qu'on pourrait avoir plus de souplesse sur le contenu, par exemple, de ces listes. On a également il y a des discussions en cours très intéressantes sur le différé d'informations, notamment, vous savez, la fameuse condition qui prévoit qu'on peut différer l'information, mais il ne faut pas que cette information, ce différé, n'induise le public en erreur. C'est quand même très difficile à manier, parce que si on ne diffuse pas l'information, on a des chances d'induire le public en erreur. Donc il y a même eu des propositions pour supprimer cette condition. Ça nous semble plutôt pas souhaitable, mais on pourrait tout à fait avoir via l'ESMA une clarification de l'application de cette règle, notamment dans ces lignes directrices sur les intérêts légitimes, hein, par exemple. Voilà, je ne donne pas plus d'exemples. On voyait qu'on est vite sur les sujets très techniques, mais encore une fois, notre position, c'est de garder, ne pas faire de refonte de ce règlement qui, de façon générale, nous semble très, très satisfaisant. Je me tourne à présent vers nos intervenants européens. D'abord, vous, Monsieur Buenaventura, l'ESMA a mené plusieurs travaux au cours de la période récente sur les évolutions possibles du règlement MAR. En particulier, l'ESMA a publié le 23 septembre 2020 un rapport sur la revue de MAR, élaboré à la suite d'une consultation menée en 2019. Et plus récemment, l'ESMA a mené une consultation cet été sur le retard dans la divulgation de l'information privilégiée. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces travaux, Monsieur Buenaventura? Oui, Maxence. Yes. Maybe first a couple of comments first on your question that you embedded in this third round of whether the attractiveness, l'attractivité of markets has been taken into account. I think, in my personal view, and I think I would also concur with the opinion in the ESMA Standing Committee on Market Abuse, the attractiveness probably has a lot more to do with things like prospectus, with listing rules, with financial information than with the rules preventing insider trading. I think the last thing we should touch and we should dilute are the rules that relate to market integrity in the EU. And I think there are many other ways of attracting companies to the markets, and can be explained. Many countries, many European countries have a booming number of SMEs going into public MiFID MAR markets. Sweden is a good example for that. And they have exactly the same regulation than in Spain, for instance, where we have way lower numbers. So I really don't think that the market abuse rules are lagging the attractiveness of European markets. Now, I wanted also to make a comment in terms of, to put in context, and Anne Maréchal, her last intervention was precisely on this. We shouldn't lose track that we have been enforcing insider trading conducts for 16 years already. MAR, in this respect, is not that different from MAD in terms of the notion of insider trading and the concept of inside information. Actually, it's very similar. So there is a very wide and established doctrine, both administrative and judiciary, of cases, thousands of cases, which mean that what we are discussing are the specialist or super specialist questions. You have a number of specialists or super specialists with you, Maxence, at the table. And it's like, in physics, classical mechanics, we know how it works. Quantum mechanics is also difficult. But now we are touching on very, very specific questions, but the bulk of insider trading enforcement
And the bulk of the interpretation, the doctrine and the interpretation of the law is already very, very well established, among other things, with a very intense coordination by ESMA, which we have been exchanging real cases between competent authorities, actually before ESMA was called ESMA and before CSER was called CSER, so for more than 25 years now. So that tradition is a very good basis. So we are not inventing the wheel now with MAR. Yeah? It's been very well established. And now, when it comes to the proposals, I was going to cover several topics, but in interest of time, maybe I will concentrate only on definition of inside information and delay of inside information. In a nutshell, the ESMA position is that in terms of definition of inside information, the current regime overall works well at legislation level. There is a need for guidance on some aspects. There is a need for guidance on some, let's say, fringe or margin questions about the definition of inside information, like the one where we are talking about, like auto-initiation, for instance. There is a need for guidance on guidance to financial institutions of SREP decisions. That means Pillar 2 guidance and Pillar 2 requirements, and ESMA has worked on that. We have just consulted, and we are analyzing the responses to that consultation, and we intend to provide guidance on that. Or there is a need for guidance on other topics like pre-hedging. But overall, we think that is the gist of the report of September 2020, that the current regime, in terms of definition of inside information, is well established. And in terms of delay, it's quite heterogeneous still by member states in terms of the number of the delays of the inside information that are being delayed before they are finally published. And ESMA is precisely working on giving guidance on that and on bringing together that practice under the same rule. And what we think is that probably we need a couple of adjustments, but not major ones in level 1. And of course, there was the debate that somebody mentioned before about the dual notion, I think it was Stillman, dual notion of inside information, the concept to ban trading or to be banned for trading, and the concept to publish. The ESMA position is not to go to that dual notion, although there are, of course, as in any collective group, there are all kinds of opinions, and in the public consultation, we saw that debate coming up. But the ESMA view is to keep the current definition of the inside information and maybe to give some guidance on the conditions for delay, and also probably some amendments, but minor ones, in the concept of the companies that are covered by 17.5, but that is probably a marginal, a minor question. So I would stop here in the interest of time, but I wanted to reiterate that the work done so far is very, very, let's say, comprehensive, and that we are exploring the frontiers of the current regime. We are not redefining the current regime, which is quite stable. Thank you. Nous avons terminé cette première table ronde. Il me reste à remercier l'ensemble des intervenants qui ont accepté d'y participer. Nous reprenons nos travaux à 16h30 et je l'indique pour vous donner envie de rester. Beaucoup ont posé des questions que je n'ai pas relayées, tout simplement parce que les réponses sont apportées dans la deuxième table ronde. Donc restez avec nous. Reprise des travaux après café à 16h30.